Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons du GIP Raspeg. Avec nous, des invités. Nous avons 4 invités pour vous parler du GIP Raspeg. Qu'est-ce que le GIP Raspeg? Quelles sont les missions du GIP Raspeg? Puisque en ce moment, le GIP Raspeg est au cœur de l'actualité, n'est-ce pas? Et on va en parler ce soir avec Lucienne Gaman-Solvar, qui est coordonnatrice des spécialités diabète et obésité de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci. De métier, vous êtes infirmière péricultrice. Tout à fait. C'est bien ça? Oui, je suis infirmière. Alors, parmi toutes ces dames, il y a un charmant monsieur qui est le docteur Tony Romuald, qui lui est coordonnateur médical au GIP Raspeg. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis, à côté de vous, il y a Madame Nadessin, France-Lise, qui elle est coordonnatrice des spécialités périnatalité et addiction au GIP Raspeg. Bonsoir. Bonsoir, et tout à fait, et sage-femme de profession. De profession. Et nous avons avec nous Madame Marie-Claude Joseph, qui elle est éducatrice spécialisée de profession. Tout à fait. Et vous êtes régulatrice de la plateforme territoriale d'appui et vous coordonnez la spécialité troubles respiratoires. Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous dire que cela reste normal de commencer par une présentation, n'est-ce pas, du GIP Raspeg. Je sais que le docteur Romuald y est depuis le début, n'est-ce pas? Et donc, expliquez un petit peu aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le GIP Raspeg? Le GIP Raspeg a commencé une aventure déjà en 2002. Alors, réellement en 2004, en termes de groupement d'intérêt public, signature en préfecture le 28 septembre 2004, et qui a été d'ailleurs le GIP qui a porté le réseau Addiction Guadeloupe. Donc en septembre 2004, et ce GIP a intégré un certain nombre d'autres activités, notamment une action de santé publique qui a été la CEDOS, qui était une cellule d'évaluation des dépendances pour les personnes sous main de justice, et ensuite a intégré d'autres réseaux, notamment le réseau Périnate, et ensuite l'ensemble des réseaux, à savoir le réseau Périnate, le réseau diabète, le réseau HTA, le réseau asthme, le réseau Grandir, et je ne pense pas que j'ai oublié, et puis d'autres activités telles que les 3C, avec le réseau Cancéro, Caru en co. Alors, juste avant d'entrer en studio, une charmante dame qui était juste à l'entrée de Canal 10 nous a demandé, mais déjà, GIP Raspeg, ça veut dire quoi? Alors, c'est le groupement d'intérêt public, réseau et action de santé publique en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est l'ensemble, c'est sur toute la Guadeloupe. Et on ne dit pas les dépendances, on dit maintenant les îles du Nord, qui demeurent sous la coupe de la santé, donc de l'ARS, et donc ils sont intégrés donc au GIP. Alors, mesdames, chacune d'entre vous... C'est vrai que j'ai peut-être pas terminé sur le GIP Raspeg. J'ai dit les réseaux, donc on s'est arrêté là, mais c'est vrai qu'il y a eu depuis 2016 la plateforme territoriale d'appui qui est venue compléter ses missions avec d'autres activités telles que l'éducation thérapeutique du patient. Alors donc, justement, entre les deux, en fait, pour ne pas vous mentir, je pensais, pour moi, le GIP Raspeg et la plateforme territoriale d'appui, pour moi, c'était une seule chose. J'avais pas compris un peu et je pense que si je n'ai pas compris, vous, téléspectateurs, nombreux d'entre vous, vous êtes peut-être dans la même difficulté que moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est une entité juridique. Voilà. C'est comme si vous avez une entité qui va... c'est une entité qui porte le financement, et qui va administrer un certain nombre d'activités et de structures que sont des réseaux, je viens de vous dire, qu'est la PTA et d'autres missions qui peuvent être l'éducation thérapeutique, par exemple. Par exemple. Mais c'est vraiment une entité juridique qui gère. Voilà, qui gère. Administrative et financière. D'accord. Voilà. Aussi logistique. Voilà, bien sûr. Justement, mesdames, chacune d'entre vous coordonne une ou plusieurs spécialités. Est-ce que vous pourriez chacune nous présenter ces spécialités-là et nous dire comment ça se passe? Alors, moi, je suis coordonnatrice administrative et d'appui. Je suis en charge de l'assistance au parcours des enfants en obésité au sein du réseau Grandir, mais je suis aussi en charge des patients diabétiques au sein du réseau Diabète. Alors, donc, au niveau du réseau Grandir déjà, nous sommes dans la prise en charge globale, pluridisciplinaire des enfants qui présentent un surpoids
ou une obésité. Déjà, quand on dit enfant, est-ce que vous pouvez juste mettre un peu à nouveau l'âge, le crayon? Alors, pour les enfants de 5 ans et pour les adolescents jusqu'à 17 ans. Très bien. Alors, la prise en charge est proposée de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les enfants qui sont inclus au niveau du réseau peuvent bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi avec une diététicienne, avec un psychologue et aussi un professeur en activité physique. Mais en fin de compte, si vous voulez, le cœur de métier même au niveau du réseau Grandir, c'est un programme qui vise à aller vers l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire pouvoir emmener les enfants, accompagnés de leurs parents, vers des changements, vers des transformations dans leurs habitudes, qu'elles soient alimentaires ou comportementales. Je suppose que ça demande une grosse et grande organisation, à la fois pour vous, mais pour le parent. Oui, tout à fait. Mais je voulais quand même dire qu'au niveau du réseau, nous avons une équipe, c'est la cellule de coordination, avec un coordonnateur médical, à la personne du docteur Wale Kangambega Château-Dega, ainsi qu'une secrétaire administrative et d'appui, en la personne de Madame Yannick Suédois. Et nous avons aussi un assistant administratif et d'appui, Madame Romuald Nadia. Très bien. Vous nous avez parlé beaucoup de cette spécialité d'obésité pour l'enfant. Vous ne nous avez pas dit beaucoup sur le diabète. Alors, j'y viens. Alors, pour le diabète, nous prenons en charge, c'est-à-dire nous participons dans la prise en charge du patient diabétique au niveau du territoire Guadeloupe, en proposant justement un programme d'éducation thérapeutique du patient intitulé Comprendre son diabète pour mieux le maîtriser. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de programme d'éducation thérapeutique, nous proposons aux patients de, si vous voulez, de développer des compétences, des capacités, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire, ainsi que des savoir-être, pour pouvoir justement mieux maîtriser ou bien assurer une meilleure qualité de vie avec la pathologie du diabète. Très bien. Madame Nadessin, vous coordonnez deux spécialités, périnatalité et addiction. Deux métiers, je rappelle que vous êtes sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces deux spécialités que vous gérez, que vous coordonnez? Alors, je coordonne deux réseaux, donc la périnatalité, le réseau périnatalité et le réseau addiction Guadeloupe, effectivement avec le docteur Romuald ici présent. Et donc, au niveau du réseau addiction, donc, nous accompagnons les patients en les orientant vers les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui sont sur le territoire jusqu'à Saint-Martin et en leur permettant de bénéficier de prestations dérogatoires du réseau addiction et puis, bon, désolé, et nous organisons aussi des formations pour les professionnels de l'addictologie. Nous faisons des campagnes de prévention, toujours en coordination avec les professionnels qui sont sur le terrain pour mieux accompagner les patients qui ont besoin de soins et d'avoir un vrai parcours de soins en addictologie. En ce qui concerne, peut-être que Dr Romuald pourra élaborer un peu plus, mais en ce qui concerne le réseau périnat, donc nous avons pour but d'améliorer la prise en charge donc, de la femme enceinte et nous accompagnons aussi les professionnels dans cette prise en charge. Alors, comment, pour les patientes en difficulté, par exemple, la grosse difficulté pour nous en Guadeloupe, c'est l'accès aux droits. Beaucoup de patients n'ont pas leurs doigts ouverts et ça freine leur prise en charge. Donc, nous organisons avec des assistantes sociales mandatées par le réseau pour aider les patientes à monter les dossiers et pour avoir leurs droits à l'assurance maladie. Nous orientons aussi les femmes qui ont besoin d'une prise en charge diététique lorsqu'il y a l'obésité qui est une pathologie qui peut embêter la poursuite de la grossesse. Voilà, donc nous avons des prises en charge diététiques, nous avons des prises en charge psychologiques pour les femmes qui ont besoin de soutien psychologique pendant leur grossesse. Nous accompagnons aussi les femmes de Marie-Galante, puisque depuis la fermeture de la maternité de Marie-Galante en 2012, donc, nous avons mis en place une collaboration et des conventions avec des hébergeurs qui nous permettent d'accueillir les patientes de Marie-Galante à partir de 38 semaines
pour pouvoir attendre la naissance du bébé. On peut aussi, et on prend aussi en charge les patients de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui ont à ce moment-là, qui viennent en Guadeloupe, parce qu'elles ont besoin d'un niveau 3. Vous savez, les maternités sont de plusieurs niveaux, et le niveau 3, c'est pour les grossesses très à risque. Et donc, lorsque les femmes viennent de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisées, donc on leur propose l'hébergement pour qu'elles soient au plus près des spécialistes qui peuvent prendre en charge leur grossesse. Madame Marie-Claude Joseph, vous êtes éducatrice spécialisée de métier et vous coordonnez la spécialité troubles respiratoires. Déjà, quand on dit troubles respiratoires, ça correspond à... Alors, les troubles respiratoires au niveau du réseau respiralisé, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'accord. Eh bien, nous prenons en charge des patients qui souffrent d'asthme et d'apnée du sommeil. Donc, l'asthme, c'est une maladie qui a une prévalence très forte en Guadeloupe. Je crois qu'en Guadeloupe, dans chaque famille, il y a au moins un asthmatique. Et c'est une maladie qui fait peur, puisque quand on fait une crise d'asthme, souvent, on arrive aux urgences à l'hôpital. Donc, alors, effectivement, nous aussi, nous avons un programme d'éducation thérapeutique. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau d'où tous nous avons, on parle de programme d'éducation thérapeutique, puisque qu'est-ce que ça? C'est pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir se prendre en charge, de comprendre d'abord sa maladie. Il faut qu'ils la comprennent pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire au moment qu'il y a à faire quelque chose. Donc, au niveau de l'asthme, c'est-à-dire expliquer aux patients pourquoi il a de l'asthme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ses poumons, et surtout reconnaître ce qu'on appelle les premiers signes, pour ne pas laisser la crise arriver. Aussi, apprendre à prendre ses médicaments, ce qu'on appelle d'observance, et au niveau du diabète, c'est pareil, parce que c'est l'observance qui fera qu'on ne tombera pas malade, et expliquer aux patients ce sont des maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'asthme, toutes ces... Et quand on a une maladie chronique, elle dure pendant un moment, et il ne faut pas croire qu'aujourd'hui je vais arrêter. Donc on doit prendre ces médicaments régulièrement, et comme le médecin l'a prescrit. Et je m'occupe aussi de patients je m'occupe pas seule, des patients, j'ai une équipe avec moi, je m'occupe aussi des patients qui souffrent des troubles d'apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil est une maladie qui est un peu moins connue. On se rend compte de plus en plus, depuis qu'on s'occupe de cette pathologie, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, en fin de compte, qui souffrent d'apnée du sommeil, sans le savoir. Mais ce qui est intéressant au niveau d'IGIP, c'est qu'on a tous les réseaux, nous sommes tous ensemble. Et vraiment, l'apnée du sommeil est vraiment la pathologie qui peut déclencher toutes d'autres maladies, comme le diabète. Il y a aussi les addictions, si la personne fume, boit, ça agit sur l'apnée. Une femme enceinte qui peut faire de l'apnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous ensemble. Et si moi j'ai un patient et quand je commence à cocher toutes les cases, je peux aller revoir mes collègues. Et on fait ce qu'on appelle une prise en charge globale. Du coup, ça devient beaucoup plus efficace parce que on a, j'ai envie de dire, on a la qualité dans un temps limité, rapidement. Et alors, j'allais dire le patient, mais chez vous, on fait très attention. On ne dit pas le patient, on dit l'usager. Alors ça aussi, il faudrait peut-être qu'on en dise un peu plus aux téléspectateurs, puisque je sais que même votre chargée de com, que je salue, Erika, qui a été ma référente pour préparer cette émission, elle me dit: Brigitte, attention, nous, au GIP Raspeg, nous n'avons pas de patients, nous avons des usagers. Alors, c'est vrai qu'un patient, c'est une relation duelle avec son médecin, avec un professionnel de santé. Au GIP Raspeg, nous avons des professionnels qui agissent pour beaucoup en termes de coordination, sauf dans des actions spécifiques d'éducation thérapeutique où nous avons le patient. Mais par exemple, en addictologie, le patient ne vient pas au GIP Raspeg. Le patient il peut appeler, sa famille peut appeler, le médecin traitant peut appeler pour un patient, et on va coordonner les soins, on va améliorer les soins à travers soit des prestations dérogatoires, consultations psychologiques, prestations pharmaceutiques, sophrologie, les lunettes, les soins dentaires, ou au contraire, entrer en contact avec une structure pour un patient qui est en difficulté. On va parler de vulnérabilité différente. Le patient addict, il est vulnérable. Il est plus vulnérable, encore plus quand il a des comorbidités psychiatriques, somatiques. On peut prendre quelqu'un qui a un infarctus du myocarde.
et qui est un tabagique, on peut considérer que s'il continue le tabac, il va récidiver dans l'année. Donc c'est un patient qui est fragile, qui est vulnérable. Il faut qu'on fasse en sorte que son suivi soit le plus balisé possible. Donc nous, au GIP Aspect, c'est ce qu'on va identifier comme parcours. On va parler de parcours de soins, de parcours de santé pour l'usager. Mais c'est vrai que chez nous, il n'est pas patient. Sauf qu'il ne viendra pas me voir. S'il a besoin de me voir, il ira au CHU, pas au GIP Aspect. Tout à fait. Et puis, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, hein, le médecin traitant ou les médecins qui s'occupent de leurs patients, tout ce qui est peut-être médico-social ou social, que le médecin traitant ne peut pas ou n'a pas le temps de faire, au GIP Raspeg, on peut accompagner... On va accompagner. Alors, du coup, c'est pourquoi je parle de prestations dérogatoires, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas trouver à l'hôpital. Des choses qu'on ne va pas trouver chez le médecin traitant ou en ville. Donc on voit bien qu'on va combler un peu, si on peut parler comme ça, je pense qu'on peut se le dire, combler certainement, parce qu'on sait bien que la question de la continuité des soins du patient est parfois problématique, encore plus quand on a des patients complexes. Hein. Vous savez, quand vous avez un diabète, quand vous avez un asthme, avec d'autres pathologies, avec des problèmes sociaux associés, le patient il n'a pas de logement, il est un peu isolé, c'est une personne âgée, parfois il faut, on a vraiment, même quand on a un médecin traitant, bien dans ses baskets, même dans la dans ces pathologies-là, parfois ça peut poser des soucis. Donc nous on est là pour combler tout ça, pour mettre en lien, pour trouver des solutions parfois très innovantes, hein, parce que parfois il n'y a pas de solution toute faite pour les patients complexes. Et donc le GIP Raspeg est là pour apporter des solutions. Là parfois on ne voit pas tout de suite des solutions. Alors on dit que le GIP Raspeg, oui, c'est d'abord informer, ensuite orienter, soutenir les usagers, mais quand on dit tout ça, hein, soutenir, informer, orienter, ça veut dire que vous êtes en relation non seulement avec le médecin traitant, mais aussi avec les structures, avec les hôpitaux, avec les cliniques. Nous sommes en relation avec d'autres structures, les professionnels de santé. En fait, c'est un maillage au niveau du territoire. Ouais. C'est-à-dire que, comme il vous a dit, Dr Romuald, il y a un parcours de santé qui est prévu pour le patient et nous avons plusieurs intervenants qui, justement, interviennent au niveau pour le patient. Donc chaque personne a son rôle. Alors, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes organisés pour nous faire connaître par toutes les instances, comme le conseil départemental, les structures telles que les MAIA, les centres de soins d'accompagnement en prévention de l'addictologie. Et à ce moment-là, lorsqu'on a l'usager nous interpelle, ou bien le professionnel, le médecin nous interpelle, on se réunit et on oriente le patient vers les différentes structures, quitte à appeler nous-mêmes les structures et mettre en lien le patient. Voilà. Très, très bien. Ça. Exactement. Donc, en fait, nous, on essaie de chercher des solutions les plus innovantes pour que le patient ne puisse pas être en rupture. Alors, pour terminer avec l'éducation thérapeutique, on a trouvé quelque chose. Par exemple, les enfants asthmatiques, ils vont à l'école toute la semaine. Le mercredi, ils vont au catéchisme ou bien au sport ou à la musique. Le samedi, donc des fois, on ne peut pas les voir. Or, ces enfants-là posent problème. Les médecins n'en peuvent plus. Et surtout, à l'école, l'éducation nationale, un jour, nous a appelés avec les infirmières, se plaignaient d'enfants qui font des crises à l'école et puis qu'elles ne savaient pas gérer. On a mis l'éducation thérapeutique à l'école. C'est-à-dire que, grâce en partenariat avec l'éducation nationale, les infirmières repèrent tous les enfants asthmatiques, mais pas... vous savez, tout le monde est asthmatique, hein, mais je dis quand le diagnostic a été posé. Ça veut dire que le médecin a dit que cet enfant est asthmatique, d'accord? Donc, elle va réunir... Et au lieu qu'ils viennent à l'UETP, c'est où se passe l'éducation thérapeutique au GIP Raspeg, nous, on va se déplacer. L'équipe va se déplacer, va venir rencontrer les enfants dans leur école. Donc, c'est mettre en place aussi ce jour-là, avec les maîtresses, avec tout le corps professionnel, comment on peut prendre ces enfants, les faire sortir dans différentes classes pour qu'on puisse les éduquer. Alors, quand on parle aussi de coordonnées, ça amène... On a mutualisé tous les réseaux, et ça amène à donner de la naissance à la PTA, à la plateforme territoriale d'appui. Donc, Dr Romuald a parlé justement quand on peut arriver à présent, maintenant, des bébés, la femme enceinte qui n'est même pas reconnue, et maintenant jusqu'à. Donc je dis... Alors, ça veut dire qu'un médecin en difficulté, il a devant lui un patient,
une personne âgée, par exemple, puisque la Guadeloupe devrait savoir que dans moins de 20 ans, on sera le pays le plus vieux. Donc, c'est pas dans 10 ans qu'on va se préparer. On commence à se préparer. On a intérêt à se... C'est Les maintenant qu'on doit statistiques le montrent mais D'accord. bien. Donc, on est en train alors, je vais vous dire que nous, on est en train de se préparer, puisqu'on est innovant, parce qu'on a mis en place... donc, j'expliquais d'abord ce qu'est la PTA. C'est-à-dire, un médecin se trouve en difficulté avec une patiente ou un patient, une personne âgée, isolée. Les enfants sont en France. Et puis, cette personne, il ne comprend pas trop... il lui donne un traitement, mais il nous demande d'essayer d'aller voir ce qui se passe de quoi. Très bien. On peut voir par exemple que cette personne, alors que le médecin n'avait pas dit ça au départ, on se rend compte que cette personne a une baignoire. C'est une personne âgée, on sait qu'il y aura une chute. Donc, nous, dans notre diagnostic, notre évaluation, on va dire il y a risque de chute. Donc, il faudrait penser à enlever cette baignoire. Donc, on peut anticiper. À ce moment-là, on sait qu'il y a des structures qui existent sur le territoire qui sont là pour justement aider, si la personne au niveau finance ne peut pas, qui pourra aider cette personne à enlever cette baignoire et à mettre une douche. Notre rôle, c'est de rentrer en contact avec cette structure, le conseil départemental, le conseil régional, et pouvoir aider cette personne à monter un dossier. À faire les démarches qu'il faut pour. Alors souvent, il y a aussi, par exemple, un médecin dit j'ai fait une demande d'APA. Alors, l'APA, c'est une aide. Et puis, les personnes doivent porter des papiers et tout. Et puis, quand le médecin les revoit 2 mois après, l'APA n'a toujours pas été mis en place. Le médecin me dit, il nous appelle, mais je ne comprends pas. Et nous, en fait, on se rend compte que les patients, des fois, ne comprennent pas. Le langage administratif est très compliqué. D'accord ? Quand il dit oui au médecin, le médecin a compris, non. Il n'a pas compris. Et quand on discute avec lui, on comprend qu'il n'a pas compris ce que le médecin a dit. Donc, c'est nous à décrypter et l'accompagner. Donc, tu dois mettre ce papier-là. Tu vas me chercher ce papier. Maintenant, ton dossier est bien monté. Très bien. Mais tu vas voir cette dame à tel endroit. Elle t'attend. telle heure. Elle va déposer ton dossier. Parce que toutes les administrations nous disent ce qui ralentit un dossier, c'est qu'il n'est pas... Il manque il n'est pas... Donc, il n'est pas complet. On le dépose. Voilà. Donc, on passe à autre chose. Et notre rôle, nous, c'est de faire en sorte que les dossiers soient bien complets pour qu'ils, justement, ils puissent passer devant les commissions. Et avoir une positivité et que ça se fasse rapidement. Voilà. Donc, nous sommes dans un accompagnement du patient, de l'usager. On ne perd pas le fil. Tout à fait. On ne le perd pas. On va marquer une courte pause et on va se retrouver juste après. Mais si vous êtes d'accord. Tout à fait. Docteur Romuald, vous êtes le seul homme du plateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis là pour valider. Alors, tout de suite, place à la pause. Merci à vous de nous suivre, merci de nous recevoir chez vous. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, on parle du GIPRASPEG et nous sommes avec, aujourd'hui, le seul homme du plateau, le docteur Tony Romuald, qui est coordonnateur médical du GIPRASPEG. Nous avons avec nous Madame Lucienne Gaman-Solvar, qui est infirmière péricultrice et qui coordonne les spécialités diabète et obésité de l'enfant. Nous avons Madame France-Lise Nadessin, qui coordonne les spécialités périnatalité et addiction. Et Madame Marie-Claude Joseph, je le disais tout à l'heure, qui est éducatrice spécialisée de métier et qui est régulatrice de la plateforme territoriale d'appui et qui coordonne la spécialité troubles respiratoires. Donc, nous étions en train de vous expliquer ce que c'était le GIPRASPEG, les missions, les différentes missions, et puis nous avons quelques questions. Alors, je pense que ce serait souhaitable que nous puissions passer tout de suite aux questions des téléspectateurs et des internautes. Alors, on a Franciane qui demande « Est-il possible de venir spontanément de moi-même au GIPRASPEG ou il me faut être forcément envoyé par mon médecin traitant ?» Alors, en fait, même si elle vient
au Gibraspeg, généralement, il vaut mieux en téléphone. D'accord. On ne vient pas au Gibraspeg, on ne reçoit pas le public. Mhm. Par contre, elle peut nous appeler D'ailleurs, pendant qu'on y est, si vous voulez appeler, Ah vous oui. pouvez appeler au... au 05 90 47 17 00. Donc, elle appelle et elle explique son problème. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, s'il faut une prise en charge, on va lui demander quel est le nom de son médecin traitant et on ira vers le médecin traitant. On va appeler le médecin traitant pour lui dire que voilà, sa patiente nous a appelé et qu'elle souhaite un accompagnement. Et on va envoyer au médecin traitant ce qu'on appelle une fiche de déclenchement qu'il va signer et qu'il va nous renvoyer. Et D'accord. c'est comme ça que la prise en charge se fait. Donc c'est gratuit. D'accord. Justement, parce que Jude demande comment ça fonctionne le paiement des usagers, comment on paye quoi, comment on paye au Gibraspeg. Et moi j'ai presque envie de dire à Jude, mais déjà il n'y a pas de patient au Gibraspeg, comme dirait Erika, on a des usagers. Alors comment on paye, il demande. L'usager, alors, à côté de la plateforme territoriale d'appui, on a des patients qui peuvent bénéficier de prestations. Ça veut dire Très que bien. nos réseaux sont financés par l'ARS et donc on a des prestations dérogatoires. Ça veut dire c'est des prestations qui n'existent pas et qui ne sont pas prises en charge par la sécurité D'accord. sociale et pour lesquelles le professionnel, notamment le médecin traitant, peut totalement envoyer vers une psychologue de ville. Le psychologue fait signer un bon de présence, on va appeler ça comme ça, et qu'elle va envoyer au Gibraspeg et le Gibraspeg va payer le professionnel. Donc le patient, lui, n'a pas d'avance de frais à faire. Simplement, nous, on est dans l'amélioration des soins. On va considérer que quand il y va pour améliorer sa santé globalement, que ce soit sa santé, je veux dire, physique, sa santé psychique. Et on va regarder ça, si vous voulez. On va regarder quand même l'évolution du patient, si c'est une prise en charge psychologique, mais on va regarder la question d'un paiement d'un médicament pour un patient qui n'a pas de sécurité sociale à jour ou pour un médicament qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale quand on parle d'addictologie par exemple. Donc en tout cas, il n'y a pas d'avance des frais et c'est vraiment bien sûr sur prescription médicale. Par exemple, ça peut être des lunettes, on prend en charge. Alors bien sûr, ça va dépendre, on ne va pas prendre la meilleure monture, bien sûr. Et donc il y a un tarif, il y a un forfait particulier. Ça peut être des soins dentaires, on va accompagner parfois. Ça nous est arrivé de prendre en totalité, mais parfois on sait que les soins dentaires sont très chers. Encore que la nouvelle loi de 2020 a beaucoup fait évoluer les choses en matière de soins dentaires. Mais pendant des années, on a pris en charge les soins dentaires pour les patients. Je voudrais ajouter aussi, dans le cadre du suivi diététique ou du suivi avec le psychologue, quel que soit chez l'enfant ou chez l'adulte diabétique, c'est pris en charge aussi dans le cadre des prestations dérogatoires. D'accord. Donc le patient n'a rien à payer, l'usager n'a rien à payer. Donc le professionnel de santé est rémunéré par le biais des prestations dérogatoires que lui sont versées par le Gibraspeg. Très bien. Alors on a Émilie qui veut savoir, quelle que soit la pathologie, est-ce qu'on peut trouver de l'aide pour nous informer, nous soutenir, nous aiguiller sur notre maladie, quelle que soit la pathologie. On peut se dire, quelle que soit la pathologie. Une plateforme, on est là, quel que soit le problème. Il peut être physique, on a parlé de diabète, on a parlé d'hypertension, mais on peut être en dehors. L'idée, c'est que quelqu'un peut totalement avoir une pathologie, on a parlé de réseau, mais qui ne soit pas dans les réseaux spécifiques, mais on peut totalement apporter une information, une orientation vers une spécialité particulière. Ça peut être de la neurologie, par exemple, il n'y a pas de réseau AVC, mais si vous avez un problème neurologique, la plateforme est formée pour répondre aux besoins, aux questionnements et aux besoins de santé des populations. Donc on peut orienter vers un neurologue ou vers les urgences s'il le faut, ou vers la psychiatrie. Enfin, en tout cas, on est formé à l'ensemble des pathologies, les assistants, les personnes, les appuis, les secrétaires d'appui notamment, les collègues qui sont des secrétaires d'appui et coordonnateurs d'appui, sont totalement formés pour orienter, quelle que soit la pathologie. Par exemple, Oui, allez-y. au niveau de la PTA, il n'y a pas la pathologie Alzheimer, n'est pas prise en charge, n'est pas représentée dans les coordonnateurs, mais il existe sur le territoire une structure qui s'appelle la Maya, qui s'occupe et qui est très spécialisée. Nous, on ne va pas se mettre à aller chercher des structures, puisque cette structure existe. Donc nous, notre rôle, c'est aiguiller, voilà, la personne. dans cette on direction-là. travaille très bien ensemble déjà. On a déjà leur fiche leur fiche d'orientation. Lorsque le médecin met dessus Alzheimer diagnostiqué,
on remplit la fiche et on envoie vers les collègues de la Maya et on leur dit voilà, je viens de t'envoyer un patient et on rappelle le patient pour dire que c'est une autre structure qui va prendre, le patient en charge. Madame Nadessin voulait rajouter quelque chose. Oui, je voulais dire, ce qui est essentiel aussi, c'est qu'on est nombreux à être des coordonnateurs d'appui sur la plateforme qui répondons à tous les appels, mais chaque réseau a son médecin. Donc, quelle que soit la pathologie que l'usager pourrait nous décliner au téléphone, on peut toujours lui dire patienter. Si le médecin est là, on peut échanger avec le médecin ou même lui passer le médecin. Ou même quelquefois, quand c'est en addictologie, on a des personnes qui appellent, qui sont en détresse, on prend leur appel et on appelle le docteur Romuald et on lui demande dans quelles conditions il peut rappeler l'usager ou bien sa famille pour pouvoir mieux les orienter, mieux les conseiller sur le moment. Parce que bien souvent, il y a des problèmes très, très difficiles et il faut déjà calmer la situation pour pouvoir mieux la prendre en charge par la suite. Donc, tous les médecins, il y a des médecins dans tous les réseaux qui sont disponibles et qui peuvent répondre aux préoccupations des usagers. Et pour rappeler, il y a des médecins spécialisés et puis il y a des médecins aussi généralistes avec une compétence. Ça veut dire que l'ensemble de la médecine est peut-être représenté au GIPRASPEG. Et l'ensemble des pathologies. Voilà. Et la chance qu'on a, c'est que tous les jours, il peut y avoir un médecin. Donc, docteur Romuald est là, on m'appelle, si c'est une personne âgée ou autre, je ne sais pas répondre, je suis là, c'est quelque chose de médical. Attendez, je vous rappelle, je lui pose la question et je rappelle tout de suite. Il est médecin avant tout. Docteur Portekop est là, ça m'est arrivé, je cours vite vers lui. Docteur Portekop, voilà, on vient de me dire ça. Il me dit, voilà la réponse qu'il faut porter. Je ramène et tu dis d'aller vers ici, là. Et donc, tout de suite, on peut orienter la personne vers l'endroit où il sera le mieux pris en charge. Et on a une petite question de Caroline, qui est une jeune, je suppose, puisqu'elle dit que sa mamie ne comprend pas toujours ce que lui dit le médecin traitant, parce que la mamie ne parle pas français et le médecin traitant ne parle pas créole. Elle l'accompagne quand elle le peut, mais bientôt elle ne pourra plus accompagner. Et elle demande est-ce que là aussi, sa mamie pourrait trouver de l'aide au GIPRASPEG. C'est vrai que c'est un problème de compréhension et de langue, du coup. Alors, c'est vrai que... on ne sait pas quel âge a sa mamie. Est-ce qu'elle rentre dans des pathologies, personnes âgées, avec une possibilité isolée? Est-ce qu'il faut mettre... on parle de TISF, d'accompagnement social. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui doit être étudié, mais elle peut poser la question au médecin traitant. Je veux dire, le médecin traitant ne peut ne pas être totalement opposé. Alors, c'est vrai que la question du créole, si c'est le créole, si c'est l'anglais, l'espagnol, on ne sait pas quelle langue elle parle, ça peut être assez compliqué. Donc, je pense qu'il faut déjà poser la question au médecin traitant. Il est capable d'entendre que cette jeune femme, en tout cas qui a sa grand-mère qui a une pathologie, peut ne pas être là et comment elle va faire. Donc il faut que le médecin traitant trouve des solutions. Aussi, donc je pense qu'ouvertement, elle peut poser comme ça la question au médecin traitant déjà, qui peut trouver des solutions. Alors nous, des solutions... vous savez, le choix du médecin traitant peut être clair, c'est un choix personnel. On choisit un médecin traitant qui accepte. Mais si on a des difficultés, je ne dis pas qu'on va changer de médecin traitant, c'est pas sûr, mais on peut aussi aller jusque-là quand c'est nécessaire pour des raisons qui nous appartiennent aussi. Et pour finir, les quelques questions qu'on avait, on a un monsieur, Patrick, qui demande je suis diabétique, est-ce qu'au GIPRASPEG, on pourrait me réapprendre à manger? Tout à fait, il est dans le beau réseau. Ou justement, comme on a parlé au tout début, on a parlé du programme d'éducation thérapeutique. Et dans le cadre de ces programmes, je dirais de façon développer des compétences. C'est-à-dire chaque usager a des compétences. On a quelque chose en soi. Ces compétences-là, il va les développer. C'est-à-dire qu'au niveau d'un savoir qu'il va acquérir, d'un savoir-être, et aussi d'un savoir-faire, et ça lui permettra, si vous voulez, de mieux gérer la maladie. Donc, concernant l'alimentation, nous avons des ateliers collectifs où on travaille sur l'équilibre alimentaire, mais dans le cadre du programme, il y a l'équilibre alimentaire
comment manger, quels sont les différents aliments, comment préparer une assiette équilibrée. Il veut apprendre tout ça, toujours en collaboration avec nos éducateurs qui sont formés au programme d'éducation thérapeutique. Mais en parallèle, si ce monsieur, on sent qu'il a un accompagnement en individuel, on peut aussi lui proposer, dans le cadre d'un plan personnalisé de suivi, vraiment personnalisé, on peut lui proposer des consultations avec une diététicienne. Très bien. Et moi, ça me donne envie de faire une petite transition sur l'apnée du sommeil. On en parlait tout à l'heure. Ben, c'est pareil, je suppose que vous mettez aussi en place des ateliers, entre guillemets, pour rassurer les gens, puisque l'appareillage, c'est pas toujours évident. Tout à fait. C'est pas, Tout à fait. on appréhende. Tout à fait. On se dit, mais on pourra jamais toute la vie dormir Exactement. avec ce truc. Tout à fait. Et donc, voilà, là aussi, vous... Oui, parce que les gens sont dans une grande souffrance. Alors, quand les personnes sont en couple, ils ont un appareil, et ben, ils ne dorment plus à 2, ils dorment à 3. Parce qu'il faut s'organiser avec Oui, cet appareil-là. oui. Mais pour qu'on puisse accepter cet appareil, il faut qu'on sache à quoi il sert et comment il va nous aider. On doit faire corps avec lui. Et moi, je dis même aux patients, des fois, ils se mettent à parler à leur appareil. Oui, on va dormir ensemble ce soir, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent quand la nuit commence à tomber, ils commencent déjà à angoisser parce qu'il faudra mettre cet appareil. Mais nous, c'est ça. On va travailler avec eux, on va échanger avec eux pour réussir à leur faire quitter ces angoisses et les exprimer d'abord, dire que ça les emmerde, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, de mettre ça et que ça leur gâche la vie. Il faut d'abord qu'ils expriment tout ça pour qu'on puisse avancer. Déjà accepter d'être malade, accepter sa maladie et se dire que, et quand on l'a accepté, ensuite... On avance, parce qu'ils vont comprendre pourquoi ils l'ont, ils vont comprendre s'ils ne font pas, qu'est-ce qui va, tout ce qui va se déclencher. Et puis, quand ils réussissent, parce qu'on fait des deals, comme on dit avec eux, quand ils réussissent, ils voient le mieux-être, ils voient le changement. Et je vous jure, on a 90% de réussite. Moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Je vous crois. Vous savez qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est dommage. On avait plein de choses encore à vous dire. Mais ça a été très rapide. Mais sachez que c'est une volonté de la direction de Canal 10 d'avoir cette émission de santé, d'informer les téléspectateurs et de donner le temps qu'il faut à chacun de s'exprimer et d'expliquer les choses. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, ça veut dire que vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez, puisque notre santé reste une priorité, comme on le dit souvent. Et donc, moi, j'aimerais vous dire merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Le GIPRASPEG, c'est vrai, au cœur de l'information en ce moment. On va se dire au revoir, mais on va se garder un petit mot de la fin pour chacun, si vous le voulez bien. D'accord. Ah, le mot de la fin, je vois tout le monde se retourne vers moi. Alors, il faut savoir qu'on vous a parlé de mutualisation des réseaux. Tous les réseaux se sont rencontrés après à travailler ensemble. On est monté avec la plateforme territoriale d'appui. Nous sommes déjà arrivés au stade, je vous ai dit que la population vieillit. On a mis en place des protocoles ville-hôpital, c'est-à-dire quand un patient sort de l'hôpital, eh bien, on le prend en charge quand il est à la maison pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de retour intempestif aux urgences. D'accord ? Et puis nous, ce qu'on souhaite, parce qu'on est en train de monter dans une autre compétence qui est le DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Donc nous sommes déjà PTA et ce qui doit arriver, c'est le DAC. Pour que le DAC puisse se réaliser, il suffit que les Mayas puissent intégrer le GIPRASPEG. Nous travaillons déjà avec les Mayas. Les Mayas ne sont pas des inconnus, ils nous connaissent, nous travaillons ensemble. Donc ce que nous demandons, nous avons une expertise. Vous avez vu comment on travaille. On sait travailler ensemble. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ne se parlent pas. Si j'ai un patient, un usager diabétique, même s'il fait de l'apnée ou de l'asthme, j'irai voir ma collègue. Et un patient qui arrive avec la plateforme territoriale d'appui, un médecin traitant qui nous l'envoie, qui est enceinte, j'irai voir Madame Nadessin. Donc, il y a toutes les expertises qui sont sur la plateforme et nous travaillons bien ensemble. Nous collaborons. Ça n'existe pas beaucoup d'endroits. Et nous collaborons déjà avec les Mayas. Et nous sommes prêts à monter en DAC. Je veux juste dire aussi que la personne la plus importante qui reste au cœur
de tout ce qu'on met en place, c'est le médecin traitant. Tout ce qu'on fait pour un patient, on retourne toujours vers le médecin traitant. C'est en collaboration avec le médecin traitant qu'on travaille. Donc, nous sommes prêts pour le DAC. Voilà. Et bien voilà, tout est dit. Merci encore à vous. Merci ce soir à Zébris pour la réalisation de cette émission Santé 10. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Même lait, même télé, Zoja Connect.